Comme vous vous en doutez sûrement, oui, j'ai 11 ans de retard. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu sors une critique d'Avengers maintenant? C'est vrai qu'on aurait pu le faire en 2012, mais en 2012, frérot, j'étais au collège. Je n'avais pas l'idée de devenir créateur de contenu, donc je ne me suis pas dit, on va regarder le film dans l'espoir qu'un jour on fasse une critique sur YouTube. Et j'ai lancé ma chaîne en 2017, donc c'était déjà 5 ans trop tard. Donc là, je me dis, on est en 2023, le film ressort au cinéma, donc on peut se permettre de se dire, let's go, les gars, on va en parler parce qu'on n'en a jamais réellement parlé. On en parle de temps à autre quand on parle de certains personnages Marvel, certains films Marvel, mais de critiques d'Avengers, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Sachez déjà que de base, je devais sortir une critique d'Iron Man et en fait tous les films que je n'avais pas critiqués entre guillemets jusqu'à Thor Ragnarok, puisque c'est l'un des premiers films qui a été évoqué comme étant une critique sur la chaîne. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Là, le fait est qu'on commence peut-être par l'un des films avec lesquels on n'aurait pas dû commencer, donc Avengers, mais j'avais quand même envie de le faire, sachant qu'il ressort au cinéma et que c'est l'un des films qui a forgé ma culture super-héroïque, même si bien sûr il y avait les premiers films de la phase 1, mais celui-ci, c'est quand même très conséquent. Le fait est que je ne vais pas vous dire attention, spoiler, le film est passé sur M6 au moins 10 fois par an depuis sa sortie, donc je pense qu'étant donné qu'il a 11 ans, on peut passer vraiment à autre chose avec les spoilers. Mais donc oui, ce rassemblement de Hulk, Iron Man, Hawkeye, Captain America, Thor et Black Widow était sans nul doute l'un des plus beaux moments cinématographiques de ma vie. Dans le sens où, oui, on a déjà connu des rassemblements de héros, notamment avec les X-Men au cinéma. Mais là, c'était différent, c'est-à-dire qu'on aimait d'un côté, en tout cas personnellement, Iron Man. Je n'ai pas forcément trop apprécié le film Hulk à l'époque ou Captain America. J'avais adoré le film Thor, qui était l'un de mes préférés à l'époque. Encore une fois, évidemment, les goûts et les couleurs changent et sont en fonction de chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, du coup. Et le fait d'avoir un personnage que tu as découvert dans un film solo qui arrive après dans un crossover et que ce soit un univers étendu avec un premier chapitre appelé à l'époque donc une phase, c'était juste inconsidéré pour moi. Et le fait de l'avoir de cette manière-là, d'avoir les interactions entre les différents personnages, c'était juste un rêve que je n'avais même pas imaginé pour le coup ou rêvé. C'est con à dire, mais c'est vrai dans le sens où je n'ai jamais vécu une sensation pareille parce que voir Iron Man appeler Clint Barton Robin des Bois, ça peut paraître nul, mais le fait qu'on ait découvert Hawkeye pour la première fois dans Thor et Iron Man dans Iron Man et qu'ils se croisent alors que pour autant ils n'ont pas vraiment de connexion à proprement parler, en tout cas à première vue, je trouve que c'était vraiment génial de le faire de cette manière-là. Pour moi, tout est quasiment parfait dans ce film. Déjà, il y a la perte. La perte, que ce soit par rapport à Coulson, que ce soit même par rapport aux Avengers. On évoque souvent le film Infinity War parce que ce film, il est pour moi l'un des meilleurs du MCU, l'un des meilleurs de l'univers super-héroïque, et c'est le meilleur film Avengers à mon sens. Parce que on a ce côté de on a perdu. Et comment est-ce qu'on va faire pour se remettre de ça? Comment est-ce qu'on a perdu? Est-ce qu'on avait toutes les ressources nécessaires à notre disposition afin d'affronter Thanos? Là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on perd dès le début, milieu du film, avec le fait que Coulson finisse par mourir, que Loki les ait manipulés. Le retournement de situation, je l'ai vraiment trouvé extrêmement intéressant et impactant pour chacun des personnages, même si c'est vrai que c'est surtout en lien avec Captain America et Iron Man qu'on aura une suite par rapport à ça, puisque Thor, ce sera plus en lien avec la mythologie, tout ça, et évidemment avec Loki, mais pas vraiment avec les conséquences de ce qui s'est déroulé sur New York, même si on aura évidemment Jane Foster qui va lui mettre une claque à un moment donné dans Thor, le monde des ténèbres, mais ça va plus être sur Captain America qui va essayer de vivre avec son temps, avec le fait qu'il ait affronté des extraterrestres peu de temps après avoir été décongelé, et Iron Man qui de son côté, lui, va vivre un syndrome post-traumatique, et ça c'était hyper intéressant, et c'était selon moi le seul point vraiment bien du film Iron Man 3 que j'ai véritablement détesté, mais on y viendra, ne vous inquiétez pas, on va y venir, alors pas forcément maintenant, puisqu'il va falloir évoquer les deux premiers, mais également les films de la phase 1, et après on ira évidemment sur la phase 2 jusqu'à Thor Ragnarok. Mais du coup, concernant Iron Man, Captain America, évidemment ce sont ceux qui portent le film, mais Iron Man d'autant plus, c'est lui qui finira par sauver le monde, lui qui va donc prendre ce missile pour
essayer de sauver un maximum de gens sur l'île de Manhattan, alors qu'elle aurait pu être totalement détruite via la débilité des hauts décisionnaires, notamment du SHIELD, qu'on découvrira d'autant plus dans Captain America, le soldat d'hiver, qui est pour moi le meilleur film, quoique il y a aussi Les Gardiens 3 mais c'est vrai que Captain America, le soldat d'hiver est incroyable, mais pour revenir à Iron Man, le développement du personnage, le côté de « j'ai déjà vécu des aventures, vous savez qui je suis », et c'est notamment sa bio sur Twitter, « You know who I am », et c'est aussi ce qu'il met sur un petit papier dans Iron Man 3. J'adore le personnage d'Iron Man. Pour moi, de base, j'étais vraiment team Iron Man, mais quand j'ai découvert le soldat d'hiver, ça a un petit peu vrillé pour moi. Et ce qu'on nous a servi dans ce film, c'était vraiment du pain béni, encore une fois. Le moment, bon, c'est en lien avec cette scène-là, mais où Iron Man se fait poursuivre par un Léviathan et qu'il dit « Je livre la fête à domicile », je me souviendrai toute ma vie. Alors c'est totalement personnel, mais c'est aussi peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo-là, d'avoir mon avis, donc ma subjectivité. Je vous le dis, à l'époque, YouTube, en tout cas pour moi, n'était pas démocratisé. On avait à peine la 3G à l'époque, 2012, donc c'était vraiment une époque un petit peu totalement différente d'aujourd'hui. Tout le monde a un smartphone, tout ça. Moi, à l'époque, j'avais un gros LG. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais c'était un appareil photo, donc je pouvais pas aller sur Internet avec ça, parce que déjà, ça coûtait cher, et en plus, c'était pas forcément simple de regarder des vidéos sur YouTube. Et je me souviens très très bien, 1 ou 2 semaines avant, non, je crois que c'était lors de la sortie du dernier trailer avant la sortie du film, donc peut-être 1 mois avant, peut-être 2 mois avant, eh bien, ils avaient sorti, sur le 1945 à l'époque, eh bien, des images de ce que je n'avais pas vu moi. Et quand j'ai vu Iron Man en tout petit qui dit « Je livre la fête à domicile » avec l'énorme Léviathan, je me suis dit « Oh !» J'avais vraiment des étoiles plein les yeux. Via le 1945, ça montre vraiment que c'est une autre époque, hein, encore une fois. J'ai découvert une partie d'un trailer sur M6. C'est quand même fou. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est incroyable, j'ai tellement hâte de voir ce film. » Ce film qui m'a été spoilé par mon cousin. Encore une fois, petite anecdote nulle peut-être, mais je l'ai appelé. Et je lui ai demandé de tout me dire, parce que lui, il avait la chance d'habiter à côté d'un cinéma, donc lui, il y allait dès le mercredi. Moi, je devais attendre, je crois, le week-end d'après, pas le week-end de la sortie du film, mais le week-end encore d'après. Et c'était interminable, insoutenable pour moi, qui était totalement fan de l'univers, donc je pouvais pas ne pas me dire, dis-moi en fait, dis-moi ce qui se passe dans ce film-là. Et j'ai pas du tout été déçu. Évidemment, a posteriori, avec le fait qu'on ait eu quand même pas mal d'autres films, avec des genres différents, des costumes différents, des acteurs différents, peut-être qu'on peut être un petit peu plus critique maintenant sur ce genre de projet, mais pour moi, ça représente la quintessence du film de super-héros. Le côté un peu cliché, notamment avec le costume de Captain America qui fait vraiment pyjama, et qui par la suite va devenir de plus en plus sombre, par rapport aussi à son évolution dans la société, et de se rendre compte que, en fait, est-ce que c'était pas mieux à l'époque, quand je vivais tranquillement, évidemment sans la guerre, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui est, selon moi, à mon sens, concernant ma cinématographie, un classique. Parce que c'est l'un des premiers gros rassemblements de super-héros, sachant que je baignais dedans depuis tout petit, le fait de les voir tous ensemble, ça me fait dire... C'est vrai que quand je montrerai ce film-là à mes enfants, il y aura toute une histoire derrière. C'est-à-dire Et je pense que certains qui ont déjà des enfants ont aussi eu ce côté de transmission de « Voilà ce que moi j'ai découvert quand j'étais petit. Toi, si t'aimes bien, tant mieux, ça te fera une sorte de passion commune. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. » Je me projette très loin, mais c'est juste pour vous dire que ce film-là, et ce qui en suivra par ailleurs, a forgé ce que je suis aujourd'hui. Parce que sans ce genre de film, sans le succès derrière, je pense véritablement que je n'aurais pas pu faire ma chaîne, parce que peut-être que ce film, s'il avait bidé, il n'aurait jamais continué le MCU, et jamais il ne serait allé jusqu'à créer un film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et ça part de là en fait. Alors ça parle évidemment du premier film Iron Man, mais de faire des crossovers Avengers, et de voir que ça a fait le milliard, parce que ce sont des personnages qu'on n'avait jamais vus ensemble en live action, ça montre que ils ont su trouver le bon filon, entre guillemets. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Par exemple, c'est vrai que le personnage d'Hawkeye, il y a une bonne définition du perso, je pense, même s'il n'est pas totalement... il est même pas du tout comme il l'est dans les comics, parce dans les comics, il est un petit peu plus enjôleur, un petit peu plus blagueur. Là, c'est vrai qu'il fait daron, père de famille, on le sait, notamment dans Avengers et l'ère d'Ultron, c'est là où on le découvre d'autant plus. Là, c'est vrai qu'on n'a pas la facilité de s'attacher à lui, bien que ce soit un humain, ce soit le seul, parce que Black Widow, elle a des techniques de combat particulières, lui aussi, mais disons qu'il n'a pas de
de pouvoir à proprement parler. Bon, lui et Black Widow, du coup, on peut les mettre dans le même sac, mais lui, ce que j'ai vraiment trouvé un peu dommage, c'est que bah, quasiment tout le film, il est du côté de Loki. Il fallait bien sûr qu'il y ait ce retournement de situation pour que bah, les Avengers puissent se dire « Oula, attends, un mec qui est avec nous, il est avec eux, mais du coup, pourquoi ?» Évidemment, par rapport à Loki, par rapport à la pierre de l'esprit, dont on ne connaissait pas encore l'identité à l'époque, puisque je vous rappelle que c'est à ce moment-là qu'on découvre, enfin on découvre entre guillemets le réel pouvoir du Tesseract, un Tesseract qu'on avait déjà vu dans Iron Man 2 dans un petit fascicule, qu'on avait déjà également vu je crois dans la scène post-générique de Thor, et qu'on revoit là, qu'on évoque d'autant plus avec cette source de pouvoir illimité, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et on se dit, bon bah du coup Thanos il va vouloir récupérer cette pierre-là, évidemment on le sait à la fin puisqu'il est dans la scène post-générique. Mais en lien donc avec le Tesseract, c'est Loki qui va vouloir le récupérer. Alors évidemment, là il y a une grosse incohérence et je pense que ça a été réécrit par ailleurs, puisque je vous rappelle que dans le film Avengers, premier du nom, on comprend que Loki a récupéré le sceptre, puisque l'autre, donc le bras droit de Thanos, qui a 2 pouces là, lui a donné le sceptre. Et il lui dit clairement, genre en gros mon chef t'a donné le sceptre pour que tu récupères le Tesseract. Sauf que on sait maintenant aujourd'hui que dans le sceptre de Loki il y avait donc la pierre de l'esprit. Ça veut dire que Thanos avait la pierre de l'esprit mais l'a donnée à Loki pour que Loki puisse récupérer la pierre de l'espace. Ça n'a pas réellement de sens, on est bien d'accord, c'est pour ça que je pense que ça a été réécrit, mais le personnage de Loki pour moi est un personnage extrêmement déjà attachant, extrêmement intéressant. Je pense que on avait besoin d'un personnage comme ça qui puisse être un petit peu, tu vois, enjôleur. Ça change un peu de tous les méchants qu'on avait du côté, notamment par exemple, je pense surtout à Marvel, du côté de Spider-Man et des X-Men, où on avait surtout des personnages pas forcément terre à terre, mais bien méchants. Alors lui, il l'est également, mais tu vois, il a ce côté où il y a une stratégie très intéressante derrière, où on va essayer de rentrer dans les locaux des Avengers, ou en tout cas à l'époque du Shield, pour mieux les détruire justement de l'intérieur, notamment avec la scène avec Hulk qui combat Thor, etc. Ça aussi, il va falloir en reparler déjà précisément, mais Loki, très bon personnage, pour moi c'est l'un des meilleurs persos de l'univers Marvel. J'entends que certains soient déçus de son traitement, notamment par rapport à sa série solo, parce que tu vois ce personnage-là et tu vois son personnage dans la saison 2 de Loki, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais je ne sais pas, j'ai un affect très particulier avec ce personnage qui ne cesse de mourir mais qui ne cesse de revenir, et pour moi, ça me dérange vraiment pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages du MCU. Évidemment, bon, Iron Man, ça fait bizarre en plus de voir uniquement le rond. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on avait plus le côté un peu triangulaire, voire avec différents petits côtés et tout. L'évolution de ses armures, c'est juste génial. Le moment, les gars, où il saute. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le moment, en fait, chaque fois que tu vois Iron Man, tu savais qu'il y allait avoir une nouveauté en plus. Et quand tu regardais un film Iron Man 2 ou même Avengers, tu te disais, mais comment ils pourront aller encore plus loin sans pour autant connaître les comics avec la nanotechnologie, etc. Juste le fait de se dire que maintenant, bon, il a juste à faire ça et toute l'armure vient sur lui, c'est incroyable. Mais à l'époque, quand tu dis il met les petits bracelets, ce qui peut nous paraître aujourd'hui archaïque, alors qu'à l'époque c'était juste révolutionnaire. Il met les petits bracelets et après, du coup, il se fait propulser, il dit déploiement, et l'armure vient sur lui. Je suis désolé, mais c'était une scène incroyable et chaque film, ils arrivaient à innover dans l'apparition de l'armure et les pouvoirs de l'armure. On avait évidemment les lasers, notamment le one-shot qui était évoqué dans Iron Man 2. Tout est fait pour que le personnage ne cesse d'évoluer, et en termes d'armure, mais également en termes personnels. C'est pour ça qu'Iron Man, pour moi, est l'un des meilleurs personnages du MCU. Évidemment, il y a le côté Robert Downey Jr. qui compte aussi, mais au-delà de ça, son intériorité, la manière dont il va être traumatisé par la suite, même le côté de je vais prendre à l'humour, mais quand même je sais rester sérieux et je sais sauver le monde, quitte à me sacrifier moi-même, parce qu'au moment où il appelle Pepper Potts, et parce que du coup son intelligence artificielle, donc Jarvis, lui dit vous voulez contacter Pepper Potts, et il lui dit bon, tant qu'à faire, vas-y, parce qu'il sait qu'il va mourir, sauf qu'il ne meurt pas, parce que bah du coup il y a ce côté d'équipe qui est mise à l'honneur, et c'est pour ça aussi que j'adore le film, donc Avengers, c'est que chacun a son côté, comment peut-on dire ça, à son échelle bien sûr, héroïque. On a Hulk qui va avoir le Hulk smash, bien sûr, avec voilà, le moment où il va casser toutes les bouches des Shitori en s'accrochant aux immeubles et tout, et bien sûr le moment où il va dire cette phrase magique, genre Monsieur, je pense qu'il est temps de vous mettre en colère. Mais voilà mon secret, Cap. Je n'ai jamais cessé d'être en colère.
Et là, le gros coup de poing, c'était magique. Et après, du coup, justement, ça s'ensuit avec la scène des rassemblements avec ce travelling du coup circulaire que j'ai par ailleurs en Funko. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais là, juste là, voilà, c'est pas très intéressant, mais j'avais besoin de vider mon sac sur ce film parce que c'est un film qui a vraiment forgé mon attrait pour les super-héros. Parce que maintenant, je veux voir des crossovers, je veux voir des personnages qui n'ont aucun sens. Voir Moon Knight parler à Miss Minute, par exemple, ça serait juste génial. Alors, ça serait pas forcément cohérent et c'est pas forcément ce qu'on attend de ce personnage-là, mais tu vois, de voir ce genre d'interactions qui n'ont aucun sens, c'est ce que j'aime du côté du MCU et c'est ce qu'ils peuvent faire et c'est ce qu'ils ont déjà fait. L'Abomination qui était dans le film Shang-Chi, Blade dans Eternals, ils l'ont déjà fait et ils le referont supposément et dans certains films qui sortent dans pas longtemps. Évidemment, comment ne pas aussi parler, alors là on la voit de très loin, mais Black Widow qui qu'on avait découvert pour la première fois dans le film Iron Man 2, donc ça fait quand même aussi pas mal de temps que Scarlett Johansson interprétait le rôle. C'est le personnage qui, moi, m'a pas forcément touché particulièrement. J'étais pas forcément pour un film sur elle, parce que je me disais, bon, c'est une agente du Shield, comme Hawkeye ne mérite pas un film. Voilà, c'est. Mais pour autant, quand tu la découvres au fur et à mesure des films, parce que dans celui-ci, tu peux pas vraiment. Enfin, tu peux t'attacher à elle, mais étant donné qu'elle a l'air détachée, sauf en lien avec Hawkeye, où tu peux dire, ah, il y a une petite relation amoureuse, mais en fait, non. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas réussi véritablement à me dire, j'adore ce personnage. C'est un personnage qui est très bon, qui fonctionne bien dans cet ensemble-là, mais pour autant, ce n'est pas le meilleur personnage. Et il y a un personnage qu'on n'a pas du tout évoqué pour l'instant, c'est le personnage tout à votre gauche. Par contre, Captain America me regarde très très mal, donc tu vas te calmer, bonhomme. Mais derrière, nous avons évidemment Thor, Chris Hemsworth, que, disons que j'ai bien aimé le côté un peu mythologique avec les corbeaux d'Odin quand il parle avec Loki, le dialogue aussi avec Loki. Moi, je trouvais que c'était très très impactant pour Loki, mais également pour Thor, parce que Loki, son but c'était de se faire capturer, donc voilà, il a eu ce qu'il voulait. Thor, de son côté, lui, il n'y a pas vraiment de grande évolution, il veut juste récupérer son frère et le ramener sur Asgard. Donc la manière dont il a été amené à sauver la Terre est pour le coup nécessaire, puisque sinon on serait tous morts, mais en plus, il y a évidemment ce côté affectif avec le personnage donc de Jane Foster, parce qu'il était déjà venu sur Terre, et donc Loki est venu sur Terre pour détruire le monde que Thor aimait. Donc évidemment, il y a une forte connexion avec Thor, mais c'est vrai que c'est peut-être celui des trois qu'on voit le moins, avec Captain America et Thor, donc ceux qui ont eu leur trilogie. Parce que Hulk, c'est différent, parce que lui n'a pas eu de film solo, alors il a eu l'incroyable Hulk qui est canon avec l'univers, mais étant donné que ce n'est pas forcément le même personnage, que les droits n'appartiennent pas forcément, du coup, à Disney, puisque je crois que pour l'instant, alors à voir si ça a été réglé, mais les droits appartiennent à Paramount, non, pas à Paramount, à Universal. Donc à voir comment tout cela pourrait se régler. Mais en tout cas, ce film est tout simplement l'un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. L'expérience au cinéma, bien que je connaissais déjà tout le film, puisque mon cousin m'avait tout raconté, n'a pas été amoindrie par rapport au spoiler. C'était juste génial. Il y avait une belle ambiance familiale, on va dire, dans la salle où j'étais. Et bien sûr, comment ne pas parler de Thanos. Alors évidemment, ce n'est pas Josh Brolin qui interprète le personnage, mais ça fait du bien, en fait, de se dire que il était là. Parce que moi, encore une fois, c'est une vidéo personnelle, donc je vais vous donner aussi mon avis là-dessus. C'était que moi, j'avais des grosses encyclopédies. Je sais pas si vous les voyez, bon là, il y a des comics, mais sur la gauche, en fait, il y a des encyclopédies Marvel. J'avais la une, enfin le volume 1 et le volume 4. Le volume 1, c'était sur les Avengers dans sa globalité, et le volume 4, c'était uniquement sur tous les X-Men qui existaient, tous les mutants, tous. Et dans le livre, du coup, volume 1, avec tous les gros personnages comme les Avengers, etc., eh bien, on avait Thanos. Et Thanos, c'était celui qui me paraissait le plus stylé. Je voyais le côté des pierres de l'infini, tout ça. Et à la fin, quand je l'ai vu, je l'ai automatiquement reconnu. Alors, évidemment, mon cousin m'avait spoil là-dessus. Mais au début, je me suis posé la question parce que lui-même n'était pas sûr, parce que sa couleur par rapport aux comics était très rouge. Ses yeux très bleus. Donc, on savait pas vraiment si c'était lui ou pas. Et quand j'ai vu le gros menton cisaillé là, je me suis dit, non, c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Et ça a été un moment exceptionnel parce que je vous dis, quand je suis rentré, la première chose que j'ai faite, c'est de réouvrir mon encyclopédie et relire toute la page. Parce qu'en gros, c'était une page par personnage et j'ai relu toute la page de Thanos. Parce que je me suis dit, mais il faut que je me renseigne un maximum sur lui, je veux le voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins ce côté-là, parce que le personnage de Kang, il est peut-être moins impactant, peut-être moins bien teasé, je ne sais pas, c'est en fonction des goûts de chacun, encore une fois. C'est vrai que Thanos et Kang, pour l'instant,
toute façon, c'est pas forcément comparable, mais justement, ça montre que Thanos est bien au-dessus de Kang, alors que Kang est déjà apparu 3 fois dans le MCU, 2 fois dans Loki et une fois dans Quantum Mania. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, pardon, mais quoi qu'il en soit, Thanos pour l'instant est inégalable, c'est l'un des meilleurs méchants qu'on ait eu. Le côté en plus, c'est pas vraiment un... Disons que Thanos, c'est pas un gentil, c'est pas un méchant, je dirais que c'est un anti-ennemi. C'est-à-dire qu'on a les anti-héros, mais je pense que c'est une sorte d'anti-ennemi dans le sens où c'est un ennemi des Avengers, bien sûr, puisqu'on se place du côté des Avengers, mais le prisme qu'utilise, entre guillemets, Thanos, c'est, en fait, moi, je veux sauver les gens. Parce que... Mais il faut quand même les tuer, donc c'est pas un anti-héros. Je verrais plus ça comme un anti-ennemi. Je pense pas que le terme existe, mais je le vois comme un anti-ennemi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre une note sur 20 sur le film. Personnellement, je mettrais 18. 18 parce qu'il y a des scènes qui sont pas folles non plus, mais tout le film, il te tient en haleine, les personnages sont très bien introduits, les interactions entre les uns et les autres fonctionnent très très bien, notamment entre Iron Man et Hulk, que j'aurais aimé d'autant plus voir après Avengers l'ère d'Ultron, parce que tu sens qu'ils sont des... C'est une bromance hein, qui s'organise entre les deux, parce qu'ils sont très intelligents, mais quand dans Hulk, tu vois juste que Tony était là dans le bar, bah... tu te dis, bah j'aurais bien aimé en fait voir ces scènes-là, plutôt que de voir un petit easter egg ou d'en entendre parler. J'aurais vraiment bien aimé voir plus de scènes entre Tony et Bruce. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez donc pas à aller en commentaire, à me mettre une note sur ce film-là, qui est donc Avengers, sorti il y a près de 11 ans. Merci beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.